à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission du mercredi, la dernière de la saison du mercredi, parce qu'il y en aura d'autres demain quand même. Je suis ravie de vous retrouver évidemment. La race mouton vendéen fête cette année ses 50 ans d'existence. Mais justement, c'est quoi un mouton vendéen? Quelles sont ses spécificités, ses caractéristiques, ses qualités? Est-ce que c'est un bon mouton, bon pour sa viande, bon pour sa laine, ses gènes? Et comment reconnaît-on le mouton vendéen d'un autre mouton? Eh bien, c'est en compagnie d'un spécialiste et éleveur de ce fameux mouton vendéen que nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Mais avant de l'accueillir, je salue, j'allais dire mes deux moutons à moi, mais c'est complètement... Non, on est d'accord. C'est malheureux. Michel et Jean-Luc, c'est la dernière fois qu'on se voit. Je suis triste, hein. Ça va vous faire du bien à vous. Non, on reviendra. Ça va vous faire des vacances. Michel Juchereau. Oui. Question importante pour cette dernière chronique sur la famille. Oui, qui C'est résume quoi un petit peu tout d'ailleurs. Qui ne rêve d'être une mère parfaite? Je ne vois pas pourquoi vous vous mettez sur le tapis ce genre de questions. Je ne Et comprends pas. faut-il être une mère parfaite? C'est surtout ça. Et c'est qu'est-ce une mère parfaite? On verra ça tout à l'heure, Michel. Jean-Luc, alors moi je suis hyper déçue. Dernière émission, je me suis dit, vous allez venir avec un animal. Oui. Ben là, il n'y a pas d'animal. À part Michel, il n'y a pas d'animal. Hein. Si, Jean vient. Oh, c'est quoi? Voilà, Oh, c'est Ginger. c'est votre chien. Bah oui, c'est ma chaîne de travail. Et alors, il y a un lien évidemment avec notre invité. Oui, totalement. Ouais. Parce que Ginger, on va le dire tout de suite, c'est un chien de berger. Ouais, exactement, elle travaille sur brebis. Ouais. Elle a travaillé longtemps sur des vendéennes, il me reste quelques vendéennes, maintenant j'ai une autre Ça, vous race en de avez brebis, aussi, mais d'accord. j'ai un fort attachement à la brebis vendéenne. Et alors Ginger, elle fait ce qu'elle veut sur le plateau. Hein. Elle fait comme chez elle, d'accord? Enfin, c'est vous qui gérez. Hein. Oui. Je me suis dit, il n'y a pas d'animaux. À tout à l'heure, Ginger. non, elle repart. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, et on en est ravis, on reçoit le premier président de la race mouton vendéen, André Menet. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de la grande émission. Vous n'êtes pas le président actuel. Non, C'est Monsieur Roux, c'est Jean-Paul Roux, le président actuel. Non, moi j'étais président de 1967 à 1996. Alors, pratiquement 30 ans. Oui, et on vous a invité parce qu'il paraît que vous êtes une mine de renseignements sur le mouton vendéen. Ben, quand on a vécu quelque chose, quand on a mis en place quelque chose et qu'on l'a suivi pendant 30 ans, on est censé le connaître. Alors, je voulais vous remercier aussi parce que vous avez fait la route depuis à côté de Rochefort, Oui. parce que vous n'êtes pas vendéen et vous n'êtes pas installé en Vendée, vous êtes en Charente-Maritime. Mais vous avez eu des moutons vendéens. Ah oui, bien sûr. Alors, d'où ça vient Alors, je crois, je pars un petit peu dans tous les sens, mais je suis absolument persuadée qu'il y a énormément de Vendéens qui ne savent pas qu'il existe une race mouton vendéen. Vous êtes d'accord avec ça, André Menet? Bon, c'est possible, oui, parce que c'est une production spécialisée, donc ça ne concerne pas le grand public, oui. Quand vous dites une production spécialisée, Ben, ça veut dire quoi? que le mouton n'est pas la production la plus importante de Vendée par rapport aux bovins ou par rapport aux grandes cultures. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la particularité de la race mouton vendéen? Et je le rappelle, vous avez fêté les 50 ans de cette race cette année. C'était le 15 juin dernier, mais bon, on est sur toute l'année 2017. C'est quoi la particularité de la race mouton vendéen? Pour préciser, Oui. En 1965, moi je participais aux Jeunes Agriculteurs, Oui. Il y a déjà quelques temps évidemment, et on savait déjà que la production laitière bovine serait excédentaire rapidement. D'accord. Donc moi j'étais de ceux qui ont recherché une production qui soit déficitaire, donc qui était le mouton. Dans le nord de Charente-Maritime, on avait des bons moutons d'origine de Vendée, mais qu'on appelait Sousdoun vendéens, parce qu'à cette époque-là, l'élevage anglais dominait partout. Si on voulait de la forme chez les moutons, il fallait aller en Angleterre pour avoir des Sousdoun, des Suffolk. Pour la viande, c'est pareil. On allait en Angleterre pour avoir les Durham. D'accord. Il fallait passer la frontière. Voilà. Alors donc, on s'est dit, c'était le moment de la loi sur l'élevage qui organisait la sélection. Donc on a pensé qu'il fallait faire une organisation pour sélectionner les moutons que l'on voulait. D'accord. Donc il y avait une bonne population. Pardon, je prends un peu d'eau. Allez-y, je vous en prie, monsieur Menet. Il y avait une bonne population de brebis sur la Vendée, sur le nord de Charente-Maritime. Qui était bien, qui avait du gabarit, qui avait régulièrement 2 agneaux, qui était capable de les élever, qui était bien conformé, qui avait une bonne laine pour résister aux intempéries, rester dans le marais l'hiver s'il fallait. Donc c'est ça, cette population qu'on a sélectionnée, améliorée,
au fil des années pour en faire ce qu'on en a fait aujourd'hui. Quand vous dites sélectionner, c'est qu'il y a eu des croisements? Non, ça? non, non, absolument pas. C'est au contraire. C'est pour Alors moi, je éviter connais les rien en croisements. mouton, je vous dis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a pris les meilleurs animaux d'accord. et on a Sélectionné. fait reproduire les meilleurs avec les meilleurs et sur des générations, et c'est comme ça qu'on a fait. Et après, on est même allé plus loin parce qu'on a fait des contrôles sur la descendance pour savoir les béliers qui avaient des meilleures filles ou des meilleurs animaux c'est bien marrant. conformés. D'accord. Et pour faire reproduire ça, c'est pour ça ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Mais alors, le mouton vendéen, je me tourne vers vous aussi, Jean-Luc, parce que vous en avez. On le reconnaît à quoi? Est-ce qu'il y a une spécificité physique du mouton vendéen? Alors, il a certainement pris des traits, comme Monsieur le Président le disait, du Southdown, ce qu'on appelle le Soudoun Il vient de là. francisé. Il a ce côté un peu ramassé près de terre. Il a une très très belle conformation. Donc il a ces aspects-là. Mais peut-être qu'on retrouve aussi des traits des très anciennes populations de brebis vendéennes qui avaient hérité des moutons des Flandres amenés par les ingénieurs flamands quand on a commencé à assécher les marais. Moi, je trouve que la particularité de ce mouton, c'est sa grande rusticité. Alors, comme vous avez souligné, c'est aussi des animaux qui sont prolifiques, 2 agneaux, une conformation exceptionnelle. Conformation, ça veut dire quoi, Jean-Luc? Vous savez, un boucher, il cherche des beaux gigots, des belles côtelettes, donc c'est ça la il est conformation. bien bâti, Des quoi. masques musculaires et sans gras. Et on a travaillé justement pour faire faire ça. On avait une station de testage dans le Berry qui s'appelait Berry Test, où on faisait faire 30 agneaux par bélier que l'on présélectionnait. Ouais. Et les 3 meilleurs qui sortaient, on les mettait en insémination artificielle pour faire de la grande diffusion. Les 3 mauvais, on les faisait tuer, puis les autres, ils allaient dans un élevage ordinaire. Mais ça veut, d'accord. Mais ça veut dire que physiquement, il est gris, il est blanc, il est noir, il est bleu, il est comment? Non, non. Alors, on dit qu'il est gris. Alors, vous avez derrière vous des spécimens qui sont vraiment représentatifs. Là, des brebis qui ont la tête légèrement foncée. Par rapport au Soudoun, c'est le Soudoun, mais le Soudoun, c'est anglais. Voilà. Plus long, plus grand. Marchant mieux que le Soudoun et plus lourd, quoi, évidemment. Pour faire des agneaux, ça va très bien pour faire des agneaux de 18-20 kilos de carcasse, c'est-à-dire 40 kilos vifs. Vous avez fêté les 50 ans, vous avez fêté cette année les 50 ans de la race mouton vendéen. Mais ça veut dire que avant, elle existait, cette race-là? Non, elle n'existait pas. On l'a créée justement à partir des croisements des brebis vendéennes qui étaient là et des apports de Soudoun qui avaient été faits. D'accord. Donc, et là, on a resélectionné, on a été cohérent, c'est-à-dire il fallait que les béliers soient les fils des meilleures brebis. Parce qu'au départ, il y avait des bonnes brebis vendéennes, mais les éleveurs mettaient des béliers Soudoun dessus, et ils voulaient continuer à sélectionner après, et remettre un bélier tout petit, donc il faut que le bélier il soit le fils de la mère et qu'il engendre la même chose. Quoi. Ce qui veut dire qu'il faut que la race soit pure. Ah ben là, la race est fixée maintenant. Oui, la race est fixée, c'est ça. On a mis du temps, mais la race est fixée, oui, maintenant. Oui. Elle n'évoluera plus ou elle évoluera. C'est vrai, on l'a fait évoluer. Dans les 10 premières années, on a commencé par sélectionner la prolificité, c'est-à-dire le nombre d'agneaux par 1000 bras, c'est-à-dire celles qui avaient des simples, on ne regardait pas les produits pour leur reproduction, surtout pour les béliers. Celles qui avaient le plus de lait, c'est-à-dire que les agneaux croissaient plus vite, et puis les agneaux étaient mieux conformés. Ça, on a fait ça dans les 10 premières années. Et puis après, on a sélectionné les caractères de viande. Que je vous disais tout à l'heure, la station Veritas, pour avoir des animaux bien musclés, sans gras. Parce que c'était un défaut qui était fait aux animaux il y a 40 ans. Voilà, on a fait sans gras. On a tellement bien travaillé qu'en 1985, au concours général de Paris, a organisé un concours de carcasses pour 10 races. Nous, on s'est présenté, on a respecté le règlement, on a fait comme il faut, et on a enlevé les 4 premiers prix, plus un autre prix en croisement à la cône, c'est des races rustiques. D'accord. Alors, vous voyez, les 9 autres races sont partagées, les 6 derniers prix, elles n'ont pas été partantes pour faire un nouveau. Ils ont dit non, c'est la race mouton vendéen qui va... Il y a eu le concours de carcasse en 1985,
Et il D'accord. n'y en a pas eu depuis. D'autant plus que c'était lourd à faire, parce qu'il fallait faire agneller les brebis à la bonne période pour que ça corresponde à l'abattage de fin février du concours général. Ouais. Après, il fallait faire des pesées, il fallait faire tuer les Sélectionner, animaux à Mantes-la-Jolie, les ramener après au concours général. C'était lourd. Mais nous, on a trouvé notre compte parce que... Vous avez raflé tous les prix. Oui, il n'y avait pas 20 ans qu'on avait commencé, si vous voulez. Donc, ça nous a propulsé au niveau de la réputation, quoi. Alors justement, au niveau de cette réputation, est-ce qu'on peut considérer que la race mouton vendéen, et je me rapproche aussi de Jean-Luc, est considérée comme une race ovine française plutôt haut de gamme? Est-ce qu'il y a des niveaux de... Jean-Luc? À mon sens, c'est du très haut de gamme. Donc, il y a une autre race qui est très utilisée, c'est le charolais, mais je crois qu'à la limite, on ne peut pas vraiment les comparer. Là, vous avez une race qui, comme je disais, qui est capable de supporter les étés qu'on a ici, par exemple. Là. Les étés très secs, c'est le cas maintenant. Ouais. Et elle supporte des régimes en accordéon, ce qui n'est pas le cas d'autres races. Je ne vais pas citer, mais... D'accord. Voilà. On va reparler de la spécificité et des avantages de cette race mouton vendéen. Et je vous rassure, il n'y a pas que des moutons vendéens en Vendée. Hein. Il y en a aussi ailleurs. La preuve, il y en a en Charente-Maritime. On va en reparler avec vous, Monsieur Menet. Mais d'abord, on va faire un point mère parfaite avec Michel Juchereau. Alors, qu'est-ce qu'une mère parfaite? Voilà, à part que vous en avez une devant vous. Non, la question surtout, c'est de savoir, est-ce qu'on se pose la question? Tout le temps. C'est-à-dire que lorsque des parents viennent chercher des conseils sur la façon d'élever les enfants, derrière ça, il y a on voudrait être les meilleurs possibles. Et de là être le couple de parents parfaits, surtout la mère parfaite, il n'y a pas loin. Oui, parce qu'on se pose la question pour la mère parfaite, mais est-ce que... Il doit y avoir le même chez le père. C'est-à-dire qu'un papa peut se dire père parfait. Je voudrais être père parfait, oui. C'est d'ailleurs ce que demande souvent la maman. Hein, quand elle demande je voudrais que son père soit plus souvent là, qu'il s'en occupe mieux. Oui. Je voudrais l'homme parfait, quoi. D'accord. C'est pas la même chose, hein. Père parfait, homme parfait, comme femme parfaite et mère parfaite, c'est pas la même chose. Alors, sur quoi la maman... Comment elle peut se dire je suis parfaite ou je suis pas parfaite? Déjà, c'est assez rare, ça existe probablement, mais c'est assez rare qu'une mère se dise je suis parfaite. D'ailleurs, on ne les voit pas parce qu'elle ne vient pas chercher de conseils. Puis elle pourrait en donner à la limite, mais elle ne vient pas en chercher. Alors, parmi le grand pourcentage des mères qui viennent chercher des conseils, en fait, on va pas forcément la conseiller. Souvent, c'est des très bonnes mères. Très bonne mère, déjà. Bon, je m'avance là. Vous avancez vachement là. Il y a deux, si vous voulez, il y a deux références. C'est sa propre mère. C'est-à-dire, je voudrais ressembler à la mère formidable que j'ai eue, ou au contraire, je voudrais surtout pas tomber dans les défauts de la mère que j'ai eue. Ça, c'est le premier. Ouais. Et le deuxième, c'est la référence à l'image que donne la société de la mère jeune actuelle, mais qui... Alors, on voit bien qu'elle est parfaite parce que ses enfants sourient. Hein, ils sont très heureux, mais c'est aussi une femme qui est jolie, c'est une femme qui est riche, c'est une femme qui réussit parfaitement sa vie. Qui fait bien la cuisine. Ah, elle sait tout faire, elle fait du... Qui grossit pas. Ah non. Ou alors elle perd un petit peu de poids pour le maillot de bain de l'été. Bien sûr. En fait, c'est un mythe. Et merci de le dire, enfin, quelqu'un. Merci, Michel. Et d'autant plus que ce que disent les psychologues infantiles, c'est que à chercher la perfection de la mère, on s'éloigne de la perfection féminine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être on ne peut pas être femme et mère. Les mamans le disent très bien, ça, quand elles n'ont plus tellement envie d'avoir d'autres enfants, elles disent « je me sens beaucoup plus mère que femme ». Après l'accouchement. Non, femme que mère. Non, je me sens beaucoup plus mère que femme. Ça veut dire, pour l'instant, je me contente des relations que j'ai avec mon enfant et pas des relations avec le père. Donc elle est plus mère, ce qui n'est pas un compliment, hein. Elle est plus mère que femme. Oui, mais une femme, une mère de famille peut avoir 2-3 enfants et se dire j'arrête, je veux redevenir femme. Oui, mais à ce moment-là, elle redevient. Parce que elle redevient, voilà. Tout à fait. D'accord. Alors, mère parfaite, c'est pas forcément un compliment. T'es une mère parfaite. D'ailleurs, dans les moments où les couples commencent à se t'as été une mère parfaite. Mais ça veut dire que t'as pas été une femme parfaite. Voilà.
C'est horrible. Alors que l'image de la femme moderne, mère moderne, etc., fait un amalgame de tout ça. Donc alors, on va dans la deuxième partie, on parlera de la fameuse question de l'aide à la parentalité, etc. Mais alors, au témoin d'un doute, tout de suite, est-ce que la mère parfaite existe? Non, et il ne faut pas qu'elle existe. Pour une simple raison, c'est que cet enfant, il va falloir qu'il quitte sa mère. Maman. Il va falloir qu'il la remplace par un autre objet d'attachement. Si c'est un garçon, ça sera une autre femme. Un iPad. Oui, non, ça sera un autre sujet, ça. Ouais, c'est ça. Donc, comment peut-on se séparer d'une femme parfaite? Heureusement, à l'adolescence, la mère, là, ça commence à... il va s'apercevoir que la mère est aussi une femme, et ça va tirailler un peu. Ah oui. Ça va tirailler un peu, et il faut que ça tiraille, c'est très bien. D'accord. Et donc, quand notre fils nous dit « Maman, tu es la meilleure des mamans », ça veut dire qu'il n'est pas rendu à l'adolescence. D'accord. Ouais. Ça serait bien qu'il y reste un peu. Comme ça, là, c'est bien. Voudriez bien qu'il reste... quand il dit que maman, tu es la meilleure des mamans, parce que c'est toute douce, c'est le seul qui me dit ça. Merci Michel, on verra la suite tout à l'heure. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de la race mouton vendéen. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée aux moutons vendéens, à la race mouton vendéen. Elle fête ses 50 ans et cette année, nous sommes en compagnie d'André Menet, qui a été le premier président de cette race mouton vendéen, qui est aussi anciennement éleveur, André Menet. Vous avez plus de moutons? Non, mais non. Attendez, il y a 20 ans que je suis à la retraite. On va en reparler d'ici quelques instants. D'ici quelques instants, le début de la chronique de Jean-Luc, qui est en lien avec évidemment le mouton vendéen, puisqu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec sa chienne Ginger, qui est un chien de troupeau. Voilà. Merci. Merci. Et Michel aussi, on verra la suite de la chronique sur la mère parfaite. Michel, justement, vous aviez une question on a parlé de pureté oui, de vous la avez race. parlé de pureté de race. Et j'ai cru comprendre que la mise en place d'une nouvelle race, ça faisait appel à un certain degré de consanguinité. Non, absolument Monsieur pas. Menet. Absolument pas. On a toujours évité ça parce que quand on veut gérer une race sur le long terme, il faut surtout éviter la consanguinité. Et alors, les premières années, le problème se posait moins parce qu'on n'avait pas d'insémination artificielle. Donc, chaque bélier avait un nombre limité de descendants. C'était plus facile à gérer. Mais quand on est passé à l'insémination artificielle en multipliant les béliers améliorateurs, il est évident qu'on a créé un grand nombre de filles. Et après, on a mis des programmes informatiques pour à chaque fois qu'on faisait l'accouplement suivant, il y avait les béliers recommandés et les béliers interdits. Les béliers interdits, c'est ceux qui avaient du même sang. C'est quoi les béliers interdits? C'est ceux qui ont le même sang? Interdits parce qu'il y avait du même sang. D'accord. Voilà, direct, soit le père ou le frère, mais ou aussi la génération après, quoi. D'où la notion de pureté dont vous parliez tout à l'heure. On sait combien... alors, sur le département vendéen, je ne sais pas, mais on sait combien d'éleveurs en Vendée ont des moutons vendéens ou pas? Ou c'est très diffus? Il était une époque où on avait 50-60 sélectionneurs en Vendée, mais après la crise de 1984, on a diminué, mais on a gardé nos bonnes souches. Les meilleurs éleveurs ont continué à faire du reproducteur et à le faire bien. On fait forcément, quand on élève des moutons vendéens, on fait forcément de la reproduction derrière? C'est l'intérêt parce que la sélection en elle-même, c'est-à-dire que ça implique d'enregistrer les généalogies des animaux, de peser les agneaux pour voir la croissance qu'ils font, de bien faire la relation entre l'agneau et ses parents pour régler ces problèmes de consanguinité. C'est presque une généalogie, quoi. Donc une fois que l'éleveur a fait tout ça, il a intérêt à faire du reproducteur derrière pour valoriser derrière, parce que les reproducteurs se valorisent un peu mieux que la viande. Oui, Jean-Luc, vous avez fait ça? Vous en avez encore des moutons vendéens? J'en ai un petit peu, il m'en reste un peu parce que j'ai adopté une autre race pour une autre production qui est la production laitière. Mais c'est vrai que c'est une passion en même temps et que l'arme absolue pour nous c'est le fameux carnet d'agnelage parce que d'agnelage on va repérer chaque brebis et quels agneaux elle a fait et on suit d'année en année, on va chercher les anciens, on regarde, ça c'est sa fille, sa grand-mère, etc. Voilà, oui. Donc il y a un attachement aussi aux bêtes. Oui, il y a un côté passionnel dans l'élevage. Pour être éleveur, il faut
faut vraiment aimer ça, parce que on ne sait jamais des métiers qui rapportent énormément, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais voilà, il y a un côté passionnant. Vous êtes d'accord avec ça, André Bonnet ? Absolument. Pourquoi vous avez élevé des moutons, notamment Justement parce que je cherchais une production qui soit déficitaire, et donc ce que vous disiez j'ai pris tout à le l'heure. mouton. Et puis après, bon, il faut dire que les Anglais sont rentrés avec leurs agneaux dans les années 80 et nous on passait à la baraque. Quoi, hein. Donc on avait un marché auparavant qui se tenait bien. Quoi. Et aujourd'hui, ça a repris quand même. C'est régulé, oui, c'est ça. C'est beaucoup plus. Parce que les Anglais ont eu des problèmes, ont eu la fièvre afteuse, ont eu des problèmes sanitaires qui fait qu'ils ont moins exporté ces dernières années, ils ont moins exporté qu'il y a 20 ans. Quand j'ai travaillé sur l'interview et que j'ai lu notamment des témoignages notamment de jeunes éleveurs qui se mettaient dans la race mouton vendéen, ils disent que c'est une race il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est le côté docile. C'est pas des moutons agressifs. Ah oui, c'est pas les moutons qui sautent la barrière quand vous rentrez dans l'enclos. Oui, ça existe. Hein. Il y a des races comme ça, oui. Non, mais le mouton est plus familier, plus facile à gérer, qui se tient bien en troupe. Non, c'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est pas parce que c'est un peu mon bébé que... mais je la trouve belle. Vous pouvez le dire. Oui, c'est vrai. On va en reparler évidemment du mouton vendéen. On va faire juste un point, mais on va rester dans le thème. On va faire un point avec vous, avec Jean-Luc, avec Ginger aussi, qui est à côté de lui. Jean-Luc, oui. On reste dans le thème du mouton. On reste dans le thème du mouton. Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer simplement par un chiffre qui est un chiffre assez impressionnant et triste. 6 000, tous les ans, la MSA déplore 6 000 accidents du travail, avec ou sans arrêt de travail, qui sont dus à des problèmes liés aux animaux. Alors, principalement les bovins, mais les moutons aussi. Qui sont dus au fait que il y a quantité de manipulation, de contention à faire avec les animaux, il y a du tri, etc. Et que l'éleveur est très très exposé à toutes sortes d'accidents. Et alors, il y a une arme absolue, à mon avis, dans bien des cas, c'est l'utilisation du chien. Le chien qui permet quantité de choses, à commencer par vous défendre dans certains cas, mais qui permet également toutes les manipulations de base en grande sécurité avec beaucoup plus de facilité. On s'épargne l'énervement, on s'épargne du temps, etc. Qu'est-ce qu'un chien peut faire ? Il peut, déjà c'est dans son instinct, il peut rassembler pour les bonnes souches et les bonnes races, rassembler, il peut diviser un lot en deux et pousser un lot d'un côté et l'autre lot de l'autre. Vous avez un exemple sur la photo. Il peut conduire des animaux d'un point à l'autre sur la route, sur des chemins. Et ça, d'ailleurs, c'est une des choses qui m'avait surpris quand je suis arrivé en Vendée, il y a une trentaine d'années. C'est le fait qu'il fallait, à cette époque, ça se voit moins maintenant, parce qu'on utilise beaucoup les bétaillères, mais il fallait plein de ficelles bleues partout. Et la collaboration de toute la famille et des voisins pour faire passer un lot de génisses d'une pâture à l'autre ou d'une commune à l'autre. Alors que moi, je venais des Alpes, et dans les Alpes, par exemple, en transhumance, une centaine de bovins, 2 chiens, 2 hommes, ça se faisait. Très naturellement. Et très franchement, le chien, on peut parler d'un outil qui est quasi irremplaçable. Le problème, si vous voulez, c'est que il faut mettre de la génétique dedans, il faut mettre de l'argent aussi un peu. Globalement, le coût d'un chien à l'année, on va dire, c'est entre 400 et 500 euros, frais de vétérinaire compris. Mais c'est irremplaçable. Et à partir du moment où on a un chien qui est vraiment bien en main. Et donc en Vendée, il y a une association qui s'appelle l'association ACT, Association Chiens de Troupeau 85, qui il y a quelques années avait fait faire une enquête avec l'aide des contrôleurs laitiers sur les troupeaux bovins. Pour voir si les éleveurs utilisaient un chien et dans quelles conditions. Beaucoup d'éleveurs en avaient, très peu finalement les utilisaient de façon rationnelle, voire même dans certains cas, bien des chiens étaient attachés dans la cour de la ferme et ça se limitait à ça. Ah oui, donc ce n'étaient même pas des chiens de troupeau. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut de la génétique, mais il faut également
prendre du temps pour dresser un chien. Et donc pour ça, il y a quantité de solutions. Il y a des stages qui sont organisés par la Chambre d'agriculture. Mais voilà, il faut prendre ce temps-là. Et c'est quand même un peu dommage que l'agriculteur mette de l'argent dans un tracteur, dans un outil agricole quelconque, et qu'il se refuse assez souvent à mettre l'argent qu'il faut et le temps qu'il faut dans l'acquisition et le dressage d'un chien. On n'a pas dit la race de votre chien? Ginger, bien. Ginger est un border collie qui a une couleur un peu particulière. C'était la seule dans la portée qui était comme ça. Je ne l'aurais peut-être pas prise s'il y avait eu d'autres couleurs, mais voilà, je suis ravi de l'avoir. C'est un excellent chien que j'avais acheté chez un transhumant dans les Pyrénées. Et c'est un excellent chien de troupeau? De troupeau, oui. Il travaille au quotidien. Matin et soir, il faut aller chercher les animaux, les ramener pour la traite, etc. On va en reparler dans la troisième partie de l'émission. Très bien. On va refaire, merci Jean-Luc et merci Ginger. On va reparler Michel, alors sans aucune transition. La mère parfaite. Ok, mère parfaite, ça n'existe pas. Non. Sauf qu'il y en a qui se disent mère parfaite. Il y en a qui se disent. Oui, j'ai rencontré des gens qui savaient. Oui. Enfin, on en rencontre peu parce que comme ces gens-là savent, ils ne demandent pas de conseils. Bien sûr. Comment on fait? On peut se faire aider? Comment ça se passe? Oui, alors c'est ce qui s'appelle l'aide à la parentalité. On s'inscrit où? Nulle part. Mais c'est souvent pas ce qu'on attend de quelqu'un qui donne des conseils de parentalité. Il ne faut pas lui demander des recettes. Est-ce qu'une femme est venue vous voir un jour dans votre cabinet en disant « Je veux être une mère parfaite, aidez-moi » ? Mais des quantités. Mais ce n'était pas formulé comme ça. Mais une maman qui, à la maternité, vient d'accoucher d'un enfant et qui dit « Mais je ne sais pas comment je vais faire », ça commence là. C'est ça. Non pas pour élever l'enfant, mais pour être une bonne mère, une très bonne mère, une excellente mère, une mère parfaite. Alors, il y a différents niveaux, et je crois qu'on se trompe un petit peu sur les gens qui parlent d'aide à la parentalité. Il y a un niveau qui est indispensable, qui est le niveau de base, c'est que l'État peut favoriser l'épanouissement d'un enfant dans une famille en allouant par des lois des congés de maternité, des présences de la mère, de la construction de crèches, en facilitant les transports, en accompagnant les enfants dans la mise à l'école, etc. etc. Ça, c'est la base. La structure. Après, il y a une autre façon d'aider, c'est de donner des conseils, mais qui sont des conseils de bon sens. Si c'est des conseils qui viennent un petit peu s'opposer aux sollicitations de la société, il y en a en ce moment, c'est attention aux écrans. On s'adresse à personne et on s'adresse à tout le monde. On voit bien que tout le monde fait une surconsommation d'écran, et l'aide à la parentalité, c'est commence à dire attention, c'est pas la voie, c'est pas comme ça qu'il faut faire, méfiez-vous, quoi. L'abandon de la totote, tous ces sujets dont je parle très régulièrement, ça c'est des conseils, mais de bon sens, on devrait même pas avoir besoin de les dire. On n'a pas besoin de passer par le prisme. Non. Et puis la troisième partie, qui là devient quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est l'entretien, c'est-à-dire des parents qui sont totalement démunis et qui vont non pas demander des conseils et des tuyaux, mais qui vont venir poser ensemble un problème, et ils vont trouver la solution avec la présence d'un tiers. Ça peut se faire en tête-à-tête autour d'un bureau, comme font les analystes, etc. Par échange aussi entre parents. Ça peut se faire aussi dans les groupes de parole. Ouais, des groupes de parole. Les groupes de parole, ça marche très, très, très bien. Il faut prendre le temps. Il faut revoir, mais quelques séances de groupe de parole pour des gens qui sont vraiment démunis, ça apporte ils trouvent leur solution. Parce qu'il y a des quantités de solutions pour éviter d'être des mauvais parents. Juste une question avant de terminer la chronique. Est-ce que la notion de... On est dans une société où on veut tout faire bien, on met ce que vous parliez, la femme doit être... bonne cuisinière, bonne maîtresse, est-ce qu'aujourd'hui, le syndrome, entre guillemets, de la mère parfaite, il n'est pas hyper important aujourd'hui et beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans? Il est sans doute beaucoup plus important. On se pose davantage de questions parce que je pense qu'on est davantage démunis. Les bases sur lesquelles on s'appuyait pour vivre de façon normale, entre guillemets, il y a 50 ans, ce qui était l'État, la famille, et puis le travail, sont des bases qui sont en train de s'effriter. On est un petit peu perdu. On voit bien dans les réactions face à la citoyenneté, où les gens même sont perdus et n'entrent pas dans une citoyenneté, ne votent plus. Et beaucoup de parents sont quand même démunis face à
un état qui est un état assez naturel, mais qui part dans tous les sens avec les réseaux sociaux. Ouais, il faut canaliser tout ça. Je crois que ça a besoin de bon sens, c'est tout. Juste une toute dernière question. Je règle des trucs. Est-ce que si je dis à mon enfant, mais je ne suis pas une mère parfaite, ça va servir à quelque chose ? Vous allez être une mère parfaite jusqu'à l'adolescence, jusqu'à son adolescence. Ma maman, c'est la plus belle et mon papa, c'est le plus fort. Et puis d'un seul coup... La maman, c'est la plus intelligente. Papa, beaucoup moins. Oui, je rigole, c'est pas vrai. C'est bien vous qui causez. C'est pas vrai. Mais de toute façon, il va y avoir une prise de conscience. Mais il ne faut pas être parfait, de toute façon. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui, on s'embêterait en plus. Ouais. C'est comme les enfants, ils ne sont pas parfaits non plus. Ça, c'est une autre chronique, ça. Pourquoi j'ai pas des enfants parfaits ? C'est une autre chronique, ça. Je voudrais poser la question aux deux spécialistes. Y a-t-il une génétique du comportement ? Alors, ben voilà, transition toute trouvée. J'ai déjà posé la question, il m'a répondu il y a 6 mois. Est-ce qu'il y a une génétique du comportement chez le mouton vendéen ? Ah oui, bien sûr, parce que dans la mesure où vous avez des races qui sont calmes et puis d'autres qui sont farouches, même si vous prenez l'exemple des bovins, les Limousins, par exemple, sont beaucoup plus vifs que les Charolais, qui se laissent plus facilement... vous croisez. Jean-Luc ? On a eu des brebis vendéennes, certaines qui bramaient tout le temps en train de bramer, tout le temps. Et on a fait le maximum pour se séparer de cette souche-là. C'est infernal. Mais pourquoi vous me regardez quand vous dites ça ? Mais non, mais ça veut dire aussi, oui, qu'il n'y a pas juste... Non, mais qu'on est en Vendée. On est en Vendée. Merci beaucoup, Michel. Je ne sais pas si vous reviendrez l'année prochaine. Non, et la transition est toute trouvée. Merci pour la chronique. Pour les moutons vendéens, monsieur Menet. Combien de moutons ? Vous avez eu jusqu'à combien de moutons sur votre exploitation ? J'ai eu jusqu'à 700 brebis mères. Ça m'est arrivé de faire naître plus de 1000 agneaux dans l'année, oui. Et pourquoi vous en avez eu autant ? Il faut gagner sa vie. Oui, alors ça veut dire que... Non, mais il faut une certaine dimension pour pouvoir se faire aider. Dès l'instant que vous avez un berger, par exemple, pour vous assister, il faut quand même sortir de faire rentrer des sous à la fin du mois ou de l'année. Est-ce que vous avez... Alors, c'est une question extrêmement bête, mais quand on élève des moutons, notamment des moutons vendéens, mais des autres moutons, est-ce qu'on peut les élever avec des vaches, par exemple, les faire cohabiter ? Ah oui, enfin, non, pas forcément dans le même local, non, parce que s'il y a une brebis agnelle parmi les vaches, les agneaux vont souffrir, mais non, le pâturage se fait dans beaucoup d'élevages. Dans les Deux-Sèvres, c'est souvent fait. Les moutons vivent avec les bovins viande. Ils ne consomment pas forcément la même herbe, pas le même niveau d'herbe. Non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est ce que vous faites, Jean-Luc, chez vous ? Non, je ne fais pas de bovins, mais c'est vrai que c'est presque une tradition en Normandie, sur les côtes de la Manche, avec les races boulonnaises et avranchin aussi. Autre question, on est d'accord, le mouton vendéen n'est pas qu'en Vendée. Il est en Charente-Maritime, mais est-ce qu'il est en Angleterre, par exemple ? On parle souvent du mouton anglais ici, chez nous. Qu'on a exporté. Ah, vous êtes filou. Vous êtes vengé. Attendez, pour faire des affaires. Il y a du mouton vendéen en Angleterre ? À partir des années 80, on a exporté. On avait une association d'éleveurs de British vendéens qui était largement aussi... Les éleveurs de ce groupe-là étaient largement aussi nombreux que les nôtres en France. D'accord. Il y avait 130, 140 éleveurs, mais avec des effectifs de brebis beaucoup plus petits. C'est-à-dire que les Anglais avaient 8, 15, 20 brebis pour faire des reproducteurs. Oui. Mais ils n'avaient pas les 200-300 brebis que les gens avaient chez nous en moyenne. Donc c'était une petite niche, quoi. Oui, mais c'est parce qu'on leur avait vendu des reproducteurs et on les vendait bien à l'époque. C'est vrai et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Moins, parce qu'ils sont développés, oui. Ouais. Et puis maintenant, il n'y a plus d'échange de reproducteurs et ils achètent de la semence. C'est-à-dire que s'ils veulent faire des accouplements améliorés, ils achètent à l'Ouest, ils achètent de la semence congelée qu'ils peuvent utiliser chez eux pour améliorer. En fait, pardon, je vous coupe, mais c'est un vrai trafic. Enfin, trafic, c'est pas le mot. Non, pas un trafic, mais il y a une vraie industrie du mouton. Bien sûr, si vous voulez que les gens gagnent leur vie à la base, il faut bien faire rentrer des sous à la fin du mois. On va en reparler, Monsieur Menet, dans la troisième partie de cette émission. On se fait une courte petite pause, j'ai l'habitude de dire. Une petite pausette. Voilà, et on revient pour parler du mouton vendéen.
dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée aux moutons vendéens, ou plutôt à la race mouton vendéen qui fête ses 50 ans cette année. Nous sommes en compagnie d'André Meunier qui était le premier président de la race mouton vendéen. Je rappelle que le président actuel, c'est Jean-Paul Rau. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Jean-Luc Vadacarne. André Meunier, je voudrais qu'on parle de l'OS, l'organisme et entreprise de sélection. Qu'est-ce que c'est du mouton vendéen? Alors, la loi de l'élevage de 1966 a organisé la sélection et a exigé certains critères de contrôle de performance, par exemple, qui soient faits par des organismes indépendants, les contrôles sanitaires par les services vétérinaires, et reconnaît des organismes qui respectent ces engagements-là pour faire la sélection du mouton. D'accord. Alors ça, c'est valable pour le mouton vendéen, mais c'est valable pour la race charolaise bovine, enfin pour toutes les races. Mais là, on a eu un grand ministre, M. Pisani, qui était un grand monsieur par la taille, mais un grand monsieur parce qu'il a su discuter avec les éleveurs, imposer sa rigueur et comprendre les préoccupations des éleveurs. Et puis nous aussi, on voulait progresser parce qu'on voulait ne plus dépendre des Anglais pour la viande. Et la preuve, enfin, ça a été valable pour le mouton, mais les races laitières, à cette époque-là, pour faire du lait, il fallait acheter des bovins aux États-Unis, des Holstein, aux États-Unis, au Canada. Maintenant, les Holstein, ils vendent de la semence à travers le monde parce qu'ils sont parmi les meilleurs, parce que le schéma était bien fait. D'accord. En race lait mouton, les Lacones étaient à égalité avec les Sardes, avec les Avoisis, les Finnoises. Mais en 20 ans, avec un schéma de sélection bien fait, et ils sont loin devant de tout ça, mais loin devant toutes les autres races. Le mouton vendéen là, je parle de la race Lacône, mais en vendéen, l'avantage que l'on a eu par rapport à d'autres races, c'est qu'on a démarré juste à ce moment-là. On a pris les choses à la base et on a appliqué les règles à la base. Tout de suite. Alors qu'il y a d'autres races qui étaient déjà structurées pour quand on traînait des pieds pour... premièrement, pour faire les contrôles de croissance, après pour... Qui ont dû se réadapter, et bien l'informatique, ils ont fait l'informatique 15 ans après nous. Donc, ce qui fait que nous, dès 70, c'est le GDMA, le groupement de défense sanitaire des animaux à La Roche-sur-Yon, qui nous a géré notre fichier. On parle beaucoup de la crise, notamment au niveau des agriculteurs. Est-ce que, vous parliez de la crise de 84 pour le mouton, mais est-ce que la crise que connaissent les agriculteurs aujourd'hui, elle a des conséquences vous connaissez aussi, est-ce qu'il y a une crise du mouton aujourd'hui, économiquement ces dernières années, le mouton était moins touché que les autres productions, parce que le lait, c'est un prix qui est en dessous du coût de production, donc c'est difficile de gagner sa vie. La viande bovine, elle est en concurrence avec le Brésil, enfin avec toutes les viandes pas chères, ce qui fait... Alors que le mouton avait tiré son épingle du jeu un petit peu, c'est depuis 2000 à peu près. Depuis les 10-15 dernières années, le mouton avait sorti son épingle du jeu. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus dans la production, mais enfin bon, les cours sont jamais comme le souhaiteraient les éleveurs. Mais vraiment, je crois mais c'est plutôt positif, disons qu'il n'y a pas de vraie crise. Il y a moins la crise que dans les autres productions, viande bovine et lait. Jean-Luc, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Après, c'est un métier dans lequel il faut toujours une grande vigilance, parce qu'il y a un tas de problèmes sanitaires nouveaux. Là, dernièrement, je crois, sur le centre-ouest, la région de Montmorillon et autres, il y a des problèmes liés à une miase, une mouche. Il y a eu cette fameuse FCO, la fièvre catarrhale ovine, qui nous a obligés à vacciner. Voilà, il faut être très très vigilant. C'est un métier qui demande une grande attention aux animaux. Il y a 20 ans, il y a eu des problèmes sanitaires avec la tremblante. La tremblante, c'est quoi? C'est le fait que les animaux tremblent? C'est une maladie qui venait qui était sur les animaux et qui était une maladie vraiment grave. Et donc, on l'a sélectionnée par la résistance. C'est-à-dire, quand vous dites... C'est en sélectionnant les bêtes que vous pouvez... Elles résistent à la tremblante? Par les analyses de sang, on pouvait détecter les animaux qui étaient résistants à la tremblante. Et là, c'est pas moi qui l'ai géré, c'est mes successeurs, parce qu'il y a eu un autre président entre les deux, qui l'ont géré, avec les béliers d'assimilation, d'arriver à avoir des béliers résistants, deux fois résistants pour éviter ce genre de maladie. Et ils ont éradiqué, en 7-8 ans, ils ont éradiqué la tremblante. Voilà.
On va en reparler. Jean-Luc, on se fait un petit point avec Ginger peut-être là Enfin, si elle veut bien venir, Ginger, parce que Ginger, elle est planquée en fait. Ginger, viens. Elle n'aime pas la lumière. Mais je pense qu'elle est... Ouais, c'est pas une star. Elle est très humble. Donc, la suite. Alors, donc, Ginger, vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est une chienne de race Border Collie. J'ai dit ça parce que d'habitude, si, on l'a dit tout à l'heure. chiens... Ouais, mais enfin bon, c'est pas évident, elle est pas de la couleur... Oui, elle n'est pas noire et blanche. Elle n'est pas noire et blanche. En fait, chez les Border, il y a toutes sortes de couleurs. Et il y a d'autres races que le Border Collie. En fait, pour éviter les accidents dont on parlait et pouvoir travailler au quotidien, il y a d'autres races. Tout dépend. Il n'y a pas une race meilleure que les autres, je dirais. Il y a des races qui sont plutôt dévolues pour des gens qui sont un peu bruts, un peu rentre-dedans. Il y a des gens qui sont plus calmes. Il y a des types d'exploitation et de travaux différents. Il y a de la plaine, il y a de la montagne, etc. Des petits lots, des gros lots, des associations moutons et bovins. Donc il y a plein de races possibles. Donc la race actuellement la plus représentée sur les exploitations, c'est vraisemblablement le Border Collie. Mais vous avez des Bouviers des Flandres par exemple. Vous avez les Briards. Il y a encore beaucoup de Beaucerons, le bas rouge qui travaillent dans les exploitations. À chaque fois, ce qu'on cherche de toute façon, ce sont des chiens qui doivent avoir un certain courage, parce qu'il faut affronter un taureau, il faut affronter un bélier, une chèvre qui est mal embouchée, je dirais. Il faut des chiens qui aient ce courage. En même temps, on cherche des chiens qui aient une grande stabilité de caractère, qui aient du sang-froid, parce qu'ils doivent accepter de prendre des coups de patte, des coups de tête, voire un petit coup de pied dans le derrière de temps en temps de la part du berger, sans pour autant se défaire, se désunir, accepter et ne pas chercher à mordre. Parce que ça, c'est aussi un des problèmes, la morsure. Les chiens, quelquefois, cherchent à s'imposer de cette manière-là. Nous, on ne peut pas tolérer ça. Donc, ça veut dire qu'un chien peut mordre un mouton? Oui, alors autrefois, on l'apprenait d'ailleurs aux chiens à mordre. On apprenait aux chiens à mordre. Aujourd'hui, je pense qu'on met plus l'accent sur le mental du chien. En fait, ce qui est démontré largement, ça avait été montré sur les poulets par une chercheuse suédoise. Dans un troupeau de poulets, il y a jusqu'à 80 rangs de hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle se fait par le mental et puis un petit peu par les petits coups de bec, mais par le mental. C'est parce qu'un chien est petit et maigrelet qu'il n'aura pas ce mental-là. Donc c'est ça qu'on cherche. Comme chez nous d'ailleurs. C'est la même chose chez nous. Si on peut être petit et maigrelet, oui, et avoir un mental d'acier. Exactement. Et tenir jusqu'au bout. Et donc le choix d'un chien, c'est assez complexe parce qu'on cherche toutes ces qualités-là. En même temps, on cherche un chien qui ait des qualités de rassembleur. On cherche un chien qui aussi a un bon rapport avec son maître et qui supporte d'être dressé. Donc tout ça, comment trouver ça? Il y a donc des associations, les clubs de race qui peuvent être d'un bon secours, notamment l'AFBC, l'Association française du Border Collie, qui tient à jour un petit listing des portées disponibles. Il faut faire des stages et il faut aussi aller voir des concours parce que c'est lors des concours qu'on voit travailler des chiens et ça donne des idées. Donc j'en profite, j'en profite pour signaler que le championnat de France interrace de chiens de troupeau aura lieu ce week-end dans les Landes. Voilà. Oh, c'est pas très très loin. C'est pas très très loin, donc voilà. D'accord. On peut la rappeler, Ginger, quand même. Bien. Ginger, oui. Ginger est une Border Collie confirmée. Ça veut dire quoi? Alors, pour que dans cette race, pour qu'un chien soit inscrit au livre généalogique, il faut impérativement que les chiens passent un examen qui s'appelle la confirmation, un examen dans lequel on leur fait faire, mais là on leur fait faire un peu le travail de quotidien, amener, rassembler, etc. On a la même chose en mouton. Voilà, chaque reproducteur est confirmé. Oui, il suffit pas qu'il soit bien né pour être confirmé. C'est ça. Il faut une preuve. Vous aviez des chiens aussi Oui, j'ai des chiens. Les mêmes. Oui, les premiers j'ai eu en 80. Oui. Ouais. J'ai fait quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a 30 ans. Pour la Forêt Exposition de La Rochelle, j'avais emmené 7-8 agnelles de 7-8 mois, vous voulez voir comment c'est vif. Je les ai fait monter sur le stand de la Chambre d'agriculture parmi la foire.
Ouais. La chienne me les a emmenés. Ah, génial, c'est vachement bien. C'est elle qui les a guidés directement. Oui, absolument. Vachement bien. Oui. Elle était remarquable, cette chienne. Merci Jean-Luc, merci à Ginger aussi. Mais elle peut rester, elle vit sa vie. On va terminer tranquillement cette émission avec vous, André Menet. Je voudrais qu'on parle des qualités maternelles de la brebis. C'est fondamental. Hein. C'est fondamental parce que la brebis, elle se débrouille toute seule. Hein. Il faut qu'elle ait ses agneaux, qu'elle ait des capacités d'ailleurs à mettre bas. C'est une des qualités quand même de la race. Alors, c'était ma question. Est-ce que c'est une des qualités, est-ce que c'est pour ça que certains éleveurs prennent cette race-là ? Sûrement. Par rapport à certaines races, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas faire de perdre de personne, mais la capacité de mise bas est assez exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette la c'est-à-dire brebis que c'est des animaux, ça fait partie de la sélection. On a sélectionné des animaux avec du bassin, avec du gabarit. La hanche. Le bassin. Oui, je vous dis des bêtises. La largeur, pour le passage des agneaux, au moment de la mise bas. En plus, les agneaux, quand ils sont à la naissance, ils sont assez filiformes. Ils ont la tête assez fine, les pattes, si c'est bien placé, même pas bien placé, quelquefois ça passe. On peut les aider. Et puis après, la qualité maternelle, c'est d'être patiente, de lécher ses agneaux, de les faire téter. Alors, question très bête, ça veut dire que certaines autres races ne font pas ça. Oh, mais si, parce qu'il y aurait pu. Quand même toujours, plus ou moins, mais il faut bien qu'elles le fassent, sinon il n'y aurait pas de descendants. Enfin, elles n'auraient pas eu de. Si leur grand-mère les avait laissés mourir, elles ne seraient pas là, quoi. Mais c'est une qualité quand même. Et alors, le fait que les animaux sont dociles, ça facilite quand même l'approche de l'éleveur s'il faut aider, parce que quelquefois, quand il y a une brebis qui a un peu d'âge, qui a des trayons qui sont assez gros et assez bas, les agneaux ont du mal à la première tétée à la prendre. Bon, mais si la brebis se laisse faire, c'est relativement facile. Si elle saute dans tous les sens, c'est moins vrai, quoi. Est-ce que le mouton vendéen, la race de mouton vendéen, va connaître des années plus fastes que celles qu'il connaît aujourd'hui ? Je ne suis pas Madame Soleil, même Madame Soleil, vous ne le direz pas. Donc, mais est-ce qu'on peut sentir que... c'est-à-dire que est-ce qu'on consomme plus de moutons, par exemple? Aujourd'hui, il y a une demande de qualité. Ouais. De qualité. De retour. L'agneau français, jusqu'à maintenant, il a toujours été considéré comme une viande festive. Et les importations de congés nous ont cassé un petit peu la baraque parce que la restauration collective s'en est emparée des agneaux congelés pour faire des trucs forcément restauration collective qui sont moyens. Mais l'agneau français a quand même de l'avenir par la qualité, parce qu'il y a toujours une clientèle, on le voit bien avec le bio, hein, il y a des gens qui sont prêts quand même à mettre de l'argent pour avoir un produit de qualité, et français aussi, hein, je pense que... On mange du mouton. Oui, on importe pratiquement la moitié des moutons qu'on consomme aujourd'hui. Hein. Ah oui, on produit pas, on produit pas assez, oui. Jean-Luc, vous voulez dire quelque chose? C'est juste un détail, mais qui, à mon avis, a son importance aussi. C'est la laine, on n'a pas parlé de la laine. Alors, il y a la viande et la laine, bien sûr. Alors, et la qualité de la laine. La laine se vend très, très mal, on va dire, mais néanmoins, la Vendéenne a une excellente laine. C'est quoi la caractéristique? C'est une laine qui est tassée avec une fibre qui est très solide. Voilà, c'est une des qualités. André Menet, la brebis, enfin les moutons, le bélier, sont couverts de la tête, tout le corps couvert de laine. De laine. Je ne sais pas si, j'ai pas vu récemment, mais je sais qu'il y a 20 ans, vous avez des brebis vendéennes qui passaient l'été dans le marais, comme la semaine dernière, sans ombre. Et c'est le fait d'avoir la tête couverte qui leur permettait de résister. Alors que les races à la tête découverte ne tiennent pas dans ces conditions. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle a une capacité d'adaptation au climat qui est quand même assez quand forte. il pleut, vous ouvrez la toison, vous pouvez mettre la main dedans. C'est sec? C'est sec. C'est vrai? Ah oui, absolument. Ah, c'est incroyable. L'eau ne rentre pas dans la toison. D'accord. Alors c'est un caractère important pour les brebis qui restent dehors. Pour l'agnelage, il faut quand même faire attention dans les 8 premiers jours que les agneaux naissent à l'abri quand il fait mauvais, parce qu'autrement, évidemment, s'ils naissent dans la terre mouillée, sur la terre mouillée, il y aura de la casse. Mais ils s'en réchappent quand même. Hein. Ce qui veut dire qu'on consomme tout dans le mouton vendéen. Alors, on a essayé de faire quelque chose de complet. De quoi? C'est ça? Non, mais de ça, complet. Il n'y a pas de race complète. Vous avez des races, les Anglais, ils marchent comme ça, avec des races rustiques, et puis après, ils accouplent avec des béliers. Ouais. Mais c'est toujours des croisements qui sont relativement compliqués. Nous, on est dans un système qui doit se pérenniser. C'est pour ça que, en évitant la consanguinité, on pérennise le système. D'accord.
C'était passionnant, André Menet. Vraiment, c'est déjà fini l'émission. Mais c'était passionnant. Moi, j'ai découvert plein de choses sur la race mouton vendéen que je ne connaissais pas. En tout cas, juste pour vous dire, j'espère que vous avez appris des choses. La race mouton vendéen, en fait, c'est 50 ans cette année. Vous pouvez trouver plein d'informations aussi sur un site internet qui s'appelle mouton-vendéen.fr. Je crois qu'il s'inscrit maintenant sur votre écran. J'aime bien faire ça. C'est comme à la télé. Merci beaucoup André Menet d'être venu pour nous parler de ce mouton vendéen. Jean-Luc et Michel, je vous souhaite le plus bel été au monde. Mais vraiment, parce que je sais que vous partez pas en vacances, que vous allez bosser tous les deux. On se retrouve à la rentrée. Vous êtes sûrs? C'est vrai? Plaisir. Oh, ça me rassure. Oh, je vais passer un bel été. Je vous embrasse très fort. Passez un bel été. Vous aussi André Menet, passez un bel été. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Vous revenez avec des moutons la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée. Je vous vois demain.